Bien, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Jacques Breuil, qui est empêché, qui donne pouvoir à Vincent Fuster, Jean-Marie Barre, qui, vous savez, connaît des problèmes de santé sérieux qui l'obligent à s'éloigner de l'Assemblée départementale pour quelque temps. Il va bien d'ailleurs, aussi bien que possible après l'opération qu'il a subie il y a quelques jours. Et nous avons naturellement pour lui les pensées les plus chaleureuses et les plus amicales pour qu'il puisse nous rejoindre dans les meilleurs délais et surtout avec la forme et la santé retrouvées. Il a donné pouvoir à Claude Girard, Frédéric Cartier qui a donné pouvoir à Marc Pétremont, il devrait nous rejoindre en cours de matinée, je parle de Frédéric Cartier. Oui. Pourquoi? Je confondais. Jean-Pierre Gürtner, conseiller général qui donne pouvoir à Annick Jacquemet, lui aussi devrait nous rejoindre dans la matinée. Dominique Roy, président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du Doubs. J'excuse également Martial Fiers, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, Madame Delevoye, directrice de l'autonomie, et Madame Picagnol, directrice déléguée aux ressources et moyens généraux. Mes chers collègues, alors que nous ouvrons cette session consacrée à l'examen du compte administratif 2011 et à la première décision modificative de 2012, c'est traditionnel au mois de juin, s'achèvera demain avec l'élection du président de l'Assemblée nationale, une très longue séquence électorale qui a conduit à l'alternance politique. Nos concitoyens ont confirmé aux législatives la confiance accordée le 6 mai dernier au nouveau président de la République pour engager le changement et le redressement de notre pays. Et je voudrais tout de suite, évidemment, féliciter en votre nom à tous chaleureusement nos collègues Barbara Romagnan. J'y associe pleinement son suppléant Gérard Galliot, Éric Alauzet et Frédéric Barbier qui remplacera dans les tout prochains jours notre ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Je suis persuadé que l'expérience acquise en tant que conseiller général, mandat de proximité par excellence, ancré au cœur des territoires et au service plein et entier des habitants, non seulement à contribuer à leur succès, mais surtout, et c'est ce que je voudrais retenir devant vous, leur sera particulièrement utile au sein du Parlement pour soutenir les politiques de solidarité entre les hommes et entre les territoires, et bien évidemment lorsqu'il conviendra de mettre en œuvre la loi prochaine sur le renforcement de la démocratie et des libertés locales voulue par le président de la République. Si, comme je le soulignais lors de notre séance du 19 mars dernier, nous sommes tous conscients que les difficultés économiques et financières ne seront pas réglées d'un coup de baguette magique, et le séminaire gouvernemental d'aujourd'hui en est le témoignage. En revanche, nous attendons désormais de l'État non seulement qu'il respecte les collectivités locales et leurs élus, mais plus encore qu'il comprenne l'intérêt à agir de concert. C'est la raison pour laquelle j'ai adressé à bon nombre de ministres au cours des derniers jours un courrier pour appeler leur attention sur les domaines de compétences partagés entre le département et leur département ministériel et pour nous permettre d'asseoir dès que possible des coopérations actives dans l'intérêt de nos territoires. Après le quinquennat qui s'est refermé et son lot de décisions contestées, réforme territoriale menée à la hussarde, suppression de l'ATP, recul sans précédent des services publics,
Nous appelons à un acte 3 de la décentralisation qui ne soit pas imposé, mais négocié, concerté, qui prenne en considération surtout l'attente des territoires. Cette nouvelle étape devra s'adosser à un pacte de confiance entre l'État et les collectivités locales. Ce pacte devra leur accorder davantage d'autonomie, leur garantir les moyens d'agir, redéfinir probablement les compétences de chacun des niveaux avec plus de précision et leur donner les moyens d'exercer ces compétences pour assumer les missions qui leur sont confiées grâce à une réforme juste et équitable de la fiscalité locale. Car à ce jour, mais personne ne l'oublie au sein de cette Assemblée, les départements restent d'une grande vulnérabilité et leur marge de manœuvre réduite. Alors qu'en est-il précisément pour le Doubs que nous avons en responsabilité? Tout d'abord, notons que le contexte demeure très difficile pour toutes les collectivités, mais tout particulièrement pour les départements. Le compte administratif 2011 en apporte d'ailleurs une bonne illustration avec des concours de l'État qui, pour la première fois, constituent notre premier poste de recettes devant même les recettes fiscales. L'érosion de notre pouvoir fiscal et en corollaire la mise en dépendance du département vis-à-vis des dotations de l'État et des décisions de reversement de produits nationaux apparaissent ainsi de plus en plus clairement, mais je l'avais ici maintes fois souligné. Cette réalité est bien sûr d'autant plus préoccupante que les dotations de l'État sont, comme vous le savez, gelées depuis la loi de finances de 2011. Au compte administratif, l'enveloppe dite normée connaît ainsi une évolution de 1,21%, soit près d'un point de moins que l'inflation. Cette tendance se poursuit d'ailleurs en 2012, vous l'aurez remarqué. Malgré un léger ajustement en DM1, le montant de la dotation globale de fonctionnement marque en effet cette année un recul global de 0,25% par rapport à l'encaissé 2011. Ce contexte, qui est partagé par l'ensemble des départements, laisse bien sûr entière la question des conditions de l'équilibre financier sur le moyen terme des comptes départementaux, au regard notamment, c'est toujours la même question, du financement des allocations que sont l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et le revenu de solidarité active. Dans ce cadre, notre responsabilité en matière de gestion est encore plus forte. À cet égard, et vous en conviendrez avec moi, l'examen tant du compte administratif 2011 que de la DM1, et de ce point de vue-là c'est convergent, montre que notre gestion, particulièrement rigoureuse, permet de sauvegarder les grands équilibres financiers de notre collectivité et de maintenir dans le même temps une politique d'investissement qui soit aussi élevée que possible, au regard en tout cas du contexte dans lequel les départements évoluent désormais. En effet, le premier constat est que ce compte administratif, permettez-moi de le commenter quelque peu, présente une évolution des charges de fonctionnement inférieure à l'inflation, et ça c'est le résultat, vous l'avez compris, de notre plan de maîtrise des dépenses. Ainsi, l'évolution des dépenses de solidarité et d'insertion, qui représentent, je le rappelle, 55% des dépenses de fonctionnement, est contenue à plus 2%, malgré le contexte socio-économique défavorable. De même, le budget consacré aux ressources humaines évolue de 0,9% seulement. Vous n'en serez pas surpris, cet objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement est poursuivi dans la DM1. J'en veux pour preuve
l'absence d'inscription complémentaire au titre des solidarités. De même, aucun abondement de crédit n'est sollicité en matière de ressources humaines. Comparé à l'année précédente, et j'insiste vraiment sur ce point, nos dépenses de fonctionnement, je vous demande de le noter, ont augmenté de seulement 1,37%. Je rappelle que l'inflation est de 2,1%, tandis que l'investissement a progressé. C'est encore trop peu, évidemment. Si nous pouvions faire plus, ce serait infiniment mieux. L'investissement a progressé de 3,7%. C'est donc la deuxième caractéristique de ce compte administratif. Avec plus de 100 millions d'euros, nos dépenses d'investissement sont maintenues à un niveau élevé. Je rappelle que l'engagement pris dans août 2017 de consacrer un volume de 300 millions d'euros sur 3-4 ans sera donc respecté dès la troisième année de mise en œuvre. La DM1 réaffirme la priorité donnée à l'investissement. L'investissement garant du développement de demain, puisque les inscriptions nouvelles s'élèvent à 800 millions d'euros. À 4,8 millions d'euros. Cet abondement nous permet de privilégier, comme je m'y étais engagé, d'abord le soutien économique, parce que c'est cela qui est créateur de richesse, les infrastructures et l'accompagnement des projets de communes et de leurs groupements, l'équipement communal, l'aménagement du territoire et l'activité des entreprises locales restent plus que jamais une priorité du département. Le troisième point sur lequel je voudrais appeler votre attention, troisième point de notre gestion, tout aussi récurrent que les précédents, est la transparence et la sincérité des prévisions. En d'autres termes, nous votons ce que nous disons et nous réalisons ce que nous votons. J'en veux pour preuve le niveau élevé des taux de réalisation au compte administratif, 84% en dépenses d'investissement et 96% en fonctionnement. En étant respectueuse du budget voté en décembre, la DM1 en témoigne également. L'exécution budgétaire est conforme aux choix politiques définis lors du budget primitif. Enfin, dernier élément que je veux souligner devant vous, nos grands équilibres financiers sont préservés et notre situation demeure saine. Le compte administratif se caractérise ainsi par une nette amélioration de l'épargne brute qui passe de 52,5 millions en 2010 à 77,4 en 2011. Cette progression résulte d'une part des efforts de gestion entrepris et d'autre part de l'optimisation des recettes, mais aussi, reconnaissons-le, de la conjoncture exceptionnelle en matière de droits de mutation qui nous a permis de réduire considérablement le recours à l'emprunt, limité, retenez ce chiffre, à 5 millions d'euros contre 26,15 en 2010. Le niveau d'endettement du Doubs reste du même coup inférieur à la moyenne des départements de même strate. Nous sommes aujourd'hui à 498 euros par habitant contre 560 euros au niveau de la moyenne. Notre encours de dette diminue et notre capacité de désendettement s'améliore encore très nettement en passant de 5 années en 2010 à 3,4 années. Je vous invite au même mouvement en DM1 en affectant la moitié des recettes complémentaires, soit 6,2 millions d'euros, à la réduction des inscriptions d'emprunt afin de préserver nos capacités d'investissement pour les prochaines années. Mes chers collègues, vous l'aurez noté, nous nous inscrivons dans la continuité des observations de la Chambre régionale des comptes que je vous avais présentées en session le 26 septembre dernier.
En dépit d'une réduction sans précédent des marges de manœuvre des collectivités, la Chambre constatait que nos choix de gestion nous permettaient de poursuivre l'action engagée au service des habitants et des territoires et surtout de leur avenir. Permettez-moi de souligner quelques exemples qui témoignent de ce volontarisme. D'abord, l'engagement du Conseil général au service des associations, qui sont des relais importants de l'action publique sur tout le département. Je rappelle que nous soutenons plus de 400 structures de jeunesse sportives ou culturelles et près de 80 associations à caractère sanitaire et social. Je vous propose d'ailleurs pour ces dernières un conventionnement triennal qui leur permettra d'avoir une plus grande visibilité et sécurité financière. J'étais, par exemple, la semaine dernière à l'association d'hygiène sociale de Franche-Comté à Rougemont pour signer ce contrat pluriannuel de moyens et d'objectifs qui, évidemment, engage le département sur la durée, mais surtout permet de donner à nos partenaires de la visibilité et de la souplesse. Je pense que c'est effectivement vers ce type de système que nous devons aller. Deuxième élément que je voudrais souligner, c'est l'engagement du Conseil général auprès des personnes les plus fragiles. Vous le savez, le département est en train de renouveler le volet vieillissement de son schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale. C'est un travail auquel nous devons accorder beaucoup d'intérêt et d'importance au regard tout simplement de nos responsabilités, puisque ce document élaboré va conditionner la déclinaison de notre politique sociale sur l'ensemble de notre territoire. J'ajoute que ce schéma doit permettre, et c'est tout son intérêt, de coordonner au quotidien nos politiques avec celles de nos partenaires, au premier chef l'État, mais aussi les organismes de sécurité sociale, les collectivités, les associations. C'est pourquoi j'ai souhaité un renouvellement complet de ce schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale. Initialement, en effet, seul le volet vieillissement était concerné, car élaboré pour la période 2008-2012, nous arrivons au terme, mais il m'a semblé pertinent, précisément pour préserver une vision globale de l'action sociale, d'engager dès à présent à la réflexion les volets enfance, famille et handicap qui s'étendaient jusqu'en 2013. Cette révision doit également prendre en compte l'action sociale territoriale et les situations de vulnérabilité dans un souci de cohérence, vous l'avez bien compris, de l'action sociale. Et je suis en effet convaincu plus que jamais que le Conseil général est d'autant plus pertinent et efficace quand il dispose d'une vision globale des besoins des publics et des territoires et des réponses à y apporter. J'étais il y a 15 jours à Montbéliard pour essayer là aussi d'inviter les associations intervenant sur le champ de l'aide alimentaire à intégrer leur action dans une vision globale et cohérente de l'action sociale. Je crois que c'est dans cette direction que nous devons vraiment progresser. Alors ce document, qui est un document cadre, doit nous permettre précisément de travailler mieux dans la transversalité et l'efficacité en matière de financement. Je pense aussi, puisqu'on évoque la globalité et la cohérence de l'action, au progrès que nous avons encore à faire en direction des communes et singulièrement des CCAS pour mieux organiser ces complémentarités. Du reste, je crois, mes chers collègues, que nous avons su, au cours des dernières années, être très présents sur le champ des solidarités sociales. Je veux rappeler quelques exemples de nos engagements et de nos progrès. Depuis 2004, ce sont plus de 1700 places qui ont été ouvertes ou rénovées en EHPAD. Nous avons par ailleurs ouvert 473 places en établissement ou à domicile pour les personnes handicapées. Je l'ai rappelé à Rougemont la semaine dernière. Nous menons une politique très volontariste
en faveur de la petite enfance et de l'insertion des publics en difficulté. C'est pourquoi, je le répète, je souhaite que le plus grand soin soit apporté à la révision de ce schéma départemental de l'organisation sociale. Vous êtes tous invités à vous y associer et les orientations prises seront demain autant de réalisations concrètes pour nos concitoyens. Autre exemple que je voudrais souligner aussi, pour être concret, c'est l'engagement du Conseil général au service du développement économique et de l'emploi, qui se traduit par l'inscription de 800 000 € au titre des aides à l'investissement matériel des entreprises et au recrutement des cadres. Le nouveau dispositif d'avance remboursable du portail régional des aides économiques connaît un fort développement dans notre département. Il s'agit, vous savez, de mieux coordonner la complémentarité et l'action entre la région et le département. Et ce portail régional où le département prend toute sa place reflète aussi et surtout l'engagement de Développement 25 aux côtés de notre collectivité comme relais de sa politique économique auprès du tissu industriel du Doubs. Le Conseil général confirme également sa volonté de soutenir et d'appuyer les initiatives visant à développer les filières et l'innovation au service de l'emploi et de l'attractivité des territoires, en adhérant à l'association La Vallée de l'Énergie, qui, sur le modèle des pôles de compétitivité, structure les industriels de l'énergie du Nord Franche-Comté. Le développement économique passe aussi par l'attractivité touristique. Je veux insister sur ce point. Et à cet égard, je rappelle que le projet de neige de culture atteint une étape importante avec la tenue de l'enquête publique qui a démarré et qui court jusqu'au 13 juillet. J'ai rencontré les maires concernés le 21 juin dernier et le 28 juin prochain. Des réunions publiques se tiendront à Métabier sur ce dossier. Bien évidemment aussi, le Conseil général est particulièrement mobilisé sur les entreprises en difficulté. Je pense à la papeterie du Doubs, la papeterie de Novillars, la librairie Camponovo à Besançon. Nous travaillons avec nos partenaires, avec beaucoup d'acharnement, à trouver toutes les solutions et faciliter la reprise de ces établissements. À cet effet, je vous proposerai aujourd'hui en commission permanente d'accorder un prêt d'honneur de 50 000 € aux candidats potentiels à la reprise de Camponovo. S'agissant de Novillars, sachez que j'ai pris l'initiative mercredi dernier au département de réunir, en lien très étroit avec mon collègue et ami le maire de Novillars, Philippe Beluche, de réunir tous les acteurs concernés en présence du repreneur. Je peux vous indiquer que la rencontre a été constructive, mais je m'interdis à ce stade tout triomphalisme excessif et le travail doit se poursuivre pour parvenir, je le souhaite, à une issue favorable. Il y a à la clé, je le rappelle, pas seulement les 60 emplois de l'entreprise actuelle, mais à terme, c'est probablement plus de 130 emplois liés au projet de biomasse, de cogénération, pour lequel je rappelle, nous disposons de l'ensemble des autorisations ministérielles nécessaires. Et il y a là un enjeu sur la filière bois aussi qui est très important, très intéressant. Et donc, nous avons 1000 raisons de réussir cette opération. Je voudrais aussi rappeler l'engagement du Conseil général en faveur du très haut débit qui se concrétise, nous sommes là aussi dans l'action, avec la création du syndicat mixte Doubs très haut débit et la demande de subvention pour la société numérique. Le 11 avril 2012, le Conseil général a officiellement déposé son schéma directeur départemental d'aménagement numérique, devenant, je le rappelle, la 10e collectivité de France à s'engager officiellement dans le déploiement du très haut débit et le 7e département français.
Après une année de concertation, au cours de laquelle les EPCI ont été régulièrement associés, une prise de conscience, je crois qu'on peut le dire ainsi, des territoires sur les enjeux du très haut débit s'est opérée. L'intérêt que portent les EPCI est maintenant démontré, partagé, sinon généralisé même à l'ensemble des territoires. Il convient désormais de lancer le processus de création du syndicat mixte qui portera la maîtrise d'ouvrage du réseau d'initiatives publiques. Ce syndicat mixte réunira dans un premier périmètre le Conseil général et 18 communautés de communes. La création du SMIX pourrait être effective dès le 1er janvier 2013. Dans l'attente de cette création, il importe de déposer une demande de subvention au Fonds pour la société numérique. Ce dépôt sera fait début août par le Conseil général au nom du futur SMIX Doubs THD, Doubs très haut débit. Le nombre prévisionnel de foyers éligibles serait de l'ordre de 30 000 foyers, soit une subvention de 9 millions d'euros. Le FSN, le Fonds pour la société numérique, est doté de 900 millions d'euros, je le dis pour mémoire. Je voudrais aussi insister sur un autre point. Pardonnez-moi d'être un peu long, mais après tout, le compte administratif et l'ADM est l'occasion privilégiée de faire le point entre nous sur les dossiers partagés. Je vais évoquer l'engagement en faveur de la maintenance, de la modernisation et de la sécurisation de notre patrimoine routier, qui a fait l'objet d'ailleurs de l'actualité au cours des dernières semaines, avec une inscription complémentaire de 1 093 000 euros, dont 853 000 en investissement en faveur des infrastructures. Ces crédits permettront notamment de financer en totalité, dès cette année, le traitement du glissement de la côte de Fuan, ainsi que des travaux très conséquents, vous avez pu le constater, puisque nous allons déporter la route d'une quinzaine de mètres. Cette route partait dans le vide. Et donc, ainsi qu'une première tranche de l'opération 15G Lombard sur la RD 17. Une attention particulière est portée à la sécurité routière, avec la création d'un nouveau poste de dépense signalisation-sécurisation pour permettre l'implantation de mannequins symbolisant les victimes d'accidents à implanter sur le bord des RD lorsque des accidents mortels auront hélas été constatés. J'observe d'ailleurs que la série noire continue. J'ai rencontré le préfet la semaine dernière. Je rappelle aussi que le département est candidat sur ces routes départementales pour accueillir les radars de nouvelle génération, parce que je crois qu'il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de prévention, mais il faut hélas aussi de la coercition. On n'a pas trouvé d'autres moyens pour rappeler les automobilistes à la sagesse. L'engagement du Conseil général en faveur des collèges se poursuit, tandis que la construction du nouveau collège La Petite Hollande à Montbéliard est engagée et les murs montent très vite. Nous inaugurerons à la rentrée prochaine 3 collèges rénovés, Stendhal à Besançon, Le Russet et Rougemont. Et nous poserons la première pierre de 2 nouvelles opérations, Proudhon et des opérations très importantes, Proudhon et Diderot à Besançon. Mes chers collègues, ces quelques éléments que je souhaitais mettre en exergue dans mon propos introductif témoignent, s'il en était besoin, mais je sais qu'aucune et aucun parmi vous n'en doute, que le département demeure la collectivité socle des solidarités sociales et territoriales. Vous le constaterez, nous sommes plus que jamais attentifs à la qualité du service rendu, à la protection de nos citoyens et au développement de nos territoires. L'ensemble de ces éléments met en évidence la capacité de notre département à mettre en œuvre l'ambition que nous nous sommes donnée au travers de d'août 2017, grâce aux efforts de gestion accomplis, également grâce aux recettes exceptionnelles encaissées, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, au titre des droits de mutation.
Je voudrais à cet égard donner un peu plus de gravité à mon propos pour ce qui concerne les années à venir. Gérer, c'est en effet avant tout anticiper. Force est de constater que des signes annonciateurs de difficultés supplémentaires sont présents dans le paysage économique et financier actuel. Tout d'abord, notons qu'au niveau national, de nombreux départements ont constaté sur le mois d'avril une baisse des encaissements des droits de mutation de l'ordre de 15 à 30%. Cela vient confirmer les analyses des professionnels du secteur qui anticipent un retournement du marché immobilier en 2012 ou, à défaut, une baisse relativement importante des prix des biens immobiliers. Le Doubs n'a pas été touché par cette baisse sur les 5 premiers mois de l'année. Il importe, quoi qu'il en soit, de conserver une attention toute particulière sur l'évolution de ce produit qui, rappelons-le, par sa chute en 2009, avait placé la quasi-totalité des départements dans une situation de très grande difficulté. Ensuite, ne minimisons pas l'impact de la crise économique. Celle-ci pourrait se traduire en recettes par un net recul de la CVAE en 2013, si l'on en croit en tout cas les dernières informations transmises par les services de l'État. La suppression de la taxe professionnelle et sa substitution pour partie par la CVAE exposent les départements à une plus forte sensibilité de leurs recettes à la conjoncture économique. Il nous faut donc intégrer ce risque supplémentaire dans la gestion du département. La crise économique et son impact sur l'emploi pourraient par ailleurs avoir des incidences fortes sur les allocations RSA dans les mois à venir. C'est aussi à intégrer dans nos réflexions. Ces quelques éléments, mes chers collègues, témoignent en tout cas des fortes incertitudes qui pèsent sur le futur et donc de l'intérêt des actions de gestion vigoureuses mises en place depuis 2009 par notre département. Ils valident également l'importance de les poursuivre ensemble. C'est ce que je vous propose au travers de l'ensemble des décisions proposées à l'occasion de cette session, qui visent, vous l'avez compris, et c'est vraiment mon dernier mot, à combiner rigueur de gestion et ambition pour préparer au mieux l'avenir de notre département et de son territoire. Jean-François Longeot. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, après la campagne pour les primaires désignant le candidat du Parti socialiste, après les élections présidentielles et législatives, le bilan est cette fois-ci connu. Vous me permettrez d'adresser mes félicitations républicaines à Barbara Romagnan, à Éric Alauzet et également à Frédéric Barbier. Je tenais à le faire parce que ça me paraît important après cette campagne électorale et vous dire que malgré notre attachement aux deux anciens députés de la première et la deuxième circonscription de Besançon, nous vous adressons nos félicitations et n'hésiterons pas à vous solliciter sur nombre de dossiers d'intérêt général. Alors désormais, il est patent que tous les pouvoirs sont enfin rassemblés au sein d'une seule et même tendance. L'exécutif national, les chambres hautes et basses, 21 régions de France sur 22, la majorité des conseils généraux, la majorité des grandes villes, dépendent désormais uniquement de vos décisions. Il n'y a plus aucun obstacle intérieur à l'organisation de votre pouvoir et à la mise en œuvre de votre stratégie. On ne peut souhaiter désormais que la convergence des politiques publiques soit totale et que l'efficacité prône désormais à l'unisson sur les dossiers structurants. L'important pour l'anecdote étant que cela ne soit pas assombri par quelques tweets. Félicitations, bon courage et surtout au travail. Comme beaucoup, nous attendons des résultats. À propos de quelques dossiers examinés en séance des mains et comptes administratifs, je voudrais évoquer deux sujets. Un qui me
qui nous tient tous à cœur dans ce secteur de Besançon, c'est la mission locale de Besançon Espace Jeunes. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer ces dossiers à l'occasion du rapport 101 ou 102. Cette mission locale, et vous l'avez tous vu dans le journal, a depuis peu intégré les missions locales de Baume-les-Dames et d'Ornans. De graves problèmes de gestion apparaissent, mettant en péril l'ensemble des personnels, en tout 45, mais également l'ensemble des politiques qui peuvent être menées en faveur des jeunes 16 à 25 ans. Le montant du passif est impressionnant et atteindrait à la fin de ce mois de juin une somme proche de 250 000 €. Ce problème grave de gestion aura certainement des incidences aussi sur le nombre public reçu dans ces structures. Public qui va, comme à l'habitude, s'accroître dans cette période estivale. Cette structure a pour vocation d'accompagner les jeunes vers l'emploi. Dans la période actuelle de recrudescence du chômage des jeunes, il est important de chercher à savoir le devenir de cette structure. Concernant le dossier du syndicat mixte de la gare d'Auxon, quelques remarques préalables. Il va falloir prendre l'habitude de dire la gare d'Auxon, Besançon, Franche-Comté. Il est vrai que depuis les années 90, avec l'idée de la ligne LGV passant par Besançon, il aurait fallu que sur le secteur byzantin, on retrouve la même capacité d'initiative qui a prévalu dans le territoire de Belfort. L'implantation de la zone économique, les voies et les modes d'accès sont là-bas en passe d'être terminés. En tout cas, ils ont fait l'objet de perspectives et de réalisations de projets qui sont aujourd'hui bien plus avancés que ceux qui entourent notre capitale régionale. Aujourd'hui, en effet, on constate que l'arrivée du TGV le 11 décembre dernier n'a pas été suffisamment préméditée dans la capitale régionale. Construit un syndicat mixte qui aurait sans doute dû être mis en place depuis au moins une décennie pour accueillir les visiteurs autour de cette gare, que je répète, qui se veut gare d'Auxon, de Besançon et de la Franche-Comté. En effet, je crois qu'il est important de marquer notre volonté de voir cette gare bien nommée Auxon, Besançon, Franche-Comté, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est la ligne Paris-Mulhouse via Besançon. Et de moins en moins la ligne Paris-Besançon-Franche-Comté. On crée un syndicat pour lancer la réflexion enfin. Stratégiquement, il aurait fallu inciter Besançon et le Grand Besançon à se lancer bien plus tôt dans cette aventure. À propos du compte administratif, notre pays est en récession. Ce n'est pas une nouveauté, hélas. L'Inspection générale des finances s'inquiète de savoir si notre pays sera en mesure de réduire le déficit public à hauteur de 33% du produit intérieur brut. La Grèce, l'Espagne et le Portugal sont en difficulté. À l'occasion de notre dernière séance, vous nous expliquiez combien les départements étaient vertueux comparativement au déficit de l'État. Soit. Reste à espérer que la vertu se généralise donc à l'ensemble des politiques publiques, dont celles initiées et conduites par l'État. Le compte administratif de 2011 nous révèle que les dépenses d'investissement sont en hausse quand on compare le compte administratif 2010 au compte administratif 2011. Que ces mêmes dépenses d'investissement sont en baisse quand on compare les engagements pris lors du BP 2011, puisque nous avons alors voté 113,4 millions. Il ne s'agit effectivement que d'un maigre différentiel de 850 000 €, mais s'agissant d'investissement et dans le contexte économique dans lequel nous sommes, peut-être aurions-nous pu être moins vertueux en tant que donneurs d'ordre à l'égard des entreprises que nous aurions pu faire travailler un peu plus. Ce constat nous interpelle. Pour les dépenses de fonctionnement, légère baisse à l'égard du compte administratif 2010 et du compte administratif 2011, mais écart de plus de 13 millions d'euros entre le BP 2012, alors que les dépenses d'intervention ne progressent que de 4 millions d'euros entre le CA 2010 et le CA 2011. Sur la sécurité routière, et vous avez
évoqué ce dossier, Monsieur le Président, l'initiative et la volonté ne sont bien entendu pas critiquables, au contraire. Mais la sauvegarde d'un maximum de vie peut aussi être l'affaire de tous. La pose de mannequins, de radars pédagogiques ou de contraintes, le rappel permanent aux règles de base d'une conduite automobile responsable sont des éléments qui ont tous une incidence sur le nombre d'accidents. Cela mérite d'être accompagné par une démarche participative. Les élus, conseillers généraux, peuvent aussi faire état de leurs souhaits pédagogiques, mais aussi d'aménagement par le biais d'une commission spécifique à créer, qui nous permettrait également de dégager peut-être des priorités d'aménagement de sécurité. Ce dossier, nous l'avions déjà évoqué depuis de nombreuses années. Et puis, et vous l'avez dit, dans l'aménagement, et je suis heureux que vous le preniez en compte sur l'état de nos routes, et par exemple la route des microtechniques, avec des travaux différés depuis trop longtemps, à partir de fin, devrait faire l'objet de travaux plus soutenus dans ces parties les plus accidentogènes. Il en est de même sur l'ensemble de nos routes départementales. Il est urgent, Monsieur le Président, de reprendre les travaux sur nos routes, mais aussi les travaux auprès du jeune public. Je veux parler de sensibilisation des collégiens et des lycéens. Concernant le dossier sur la librairie Camponovo, le devenir de la librairie, et vous l'avez évoqué, provoque des inquiétudes à la fois pour le personnel en place, pour l'avenir des librairies en général et pour l'aménagement du centre-ville de Besançon. On ne peut passer sous silence les difficultés du chef d'entreprise à retrouver un repreneur. Une maladroite affaire de licenciement de 2 employés a assombri l'ambiance qui régnait autour de cette entreprise. La reprise du personnel par un éventuel repreneur représente quelques difficultés, au dire du propriétaire actuel. Les collectivités s'émeuvent, villes, départements et régions. Il faut rappeler que la décision du Conseil régional de mettre en œuvre la gratuité des manuels scolaires pour les lycéens a atténué la perte de fréquentation des librairies dans toute notre région. Il faut rappeler l'une des conséquences de cette décision, et dès lors que les convergences publiques peuvent désormais converger, il faut espérer qu'elles légifèrent à cet égard afin de préserver les librairies de toutes les régions de France et relancer une politique d'acquisition d'un minimum de manuels scolaires par les collectivités auprès des librairies plutôt qu'auprès des centrales d'achat. Enfin, et pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de vous faire part de mon plus grand étonnement. Depuis votre prise de responsabilité en 2004, c'est la première session budgétaire où vous ne nous proposez pas de motion. Les temps auraient-ils changé? Le présent est-il meilleur? La France va-t-elle déjà mieux? Le pouvoir d'achat est-il revenu? La croissance aussi. Vous nous aviez, à la dernière session, proposé une motion sur la suppression des postes dans l'enseignement sur le département du Doubs. Qu'en est-il des postes supprimés? Va-t-on supprimer ces postes supprimés par un coup de baguette magique? Cette mesure aurait peut-être dû faire aussi l'objet d'une motion afin de bien sensibiliser le ministre de l'Éducation pour que notre département soit pourvu en postes afin d'éviter cette cassure dont vous parliez. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Paul Coiset? Oui, très brièvement, cher Président, chers collègues. Alors, on n'est pas ici, effectivement, comme vous le disiez souvent, à l'Assemblée nationale, mais 2 remarques. S'agissant du bilan, vous disiez connu. Ben non, il n'est pas connu, et donc la Cour des comptes
effectue un audit qui va être rendu public dans les jours qui viennent. Et là, on connaîtra l'exactitude de la situation dont on hérite et dont on sait déjà qu'elle sera sans doute encore plus difficile que ce qu'on pouvait imaginer. Bon, ça c'est une première constatation. Alors, certes, tout n'est pas de la responsabilité de la majorité précédente, mais tout de même, elle a aussi une responsabilité puisqu'elle a conduit un certain nombre de politiques pendant un grand nombre d'années. Voilà, et puis alors deuxième point, par rapport à la motion et à l'éducation nationale. Alors, écoutez, j'avais envie de me passer. Je peux vous rassurer, en tout cas, l'engagement de François Hollande sera tenu d'arrêter de supprimer un fonctionnaire sur deux dans l'éducation nationale. Et il s'est engagé à créer un certain nombre de postes, en cas d'un équilibre global. Voilà, et donc l'éducation nationale devrait mieux se porter puisqu'on va arrêter de supprimer des nombres d'instituteurs, de profs, les former, enfin, etc., etc. Voilà. Alors, on ne va pas passer, évidemment, du jour au lendemain de l'ombre à la lumière, c'est évident, mais on ne va pas dans la même direction et on n'a pas les mêmes boussoles. Ma foi, le peuple a tranché, n'est-ce pas, hein, et laissons tout le monde agir, dans les mois et années qui viennent. Merci, cher collègue. Vincent Fuster. Oui, deux points particuliers concernant le premier, les infrastructures. Il faut rappeler que notre budget consacré à la maintenance est largement maintenu, voire augmenté, hein, puisque c'est notre priorité numéro 1 sur les routes. Et puis sur la sécurité routière, donc, vous rappelez également que nous avons travaillé au dernier exécutif sur ce problème et que nous avons entamé de nombreuses propositions d'action que nous avons d'ailleurs présentées. J'ai présenté en deuxième commission mardi et qui concernent tous les secteurs, entre guillemets, les routes bien sûr, mais aussi les actions envers les collégiens, actions de prévention, beaucoup d'actions envers les collégiens, et puis également envers notre personnel, aussi bien des actions de prévention que une demande de faire je sais jamais, je connais le sigle des IDSR, je ne sais pas comment ça se traduit, mais des agents qui sont mobilisés pour décliner justement la sécuritaire, et tout cela en partenariat avec l'État. Très bien, merci. Bon, je voudrais, avant de revenir, ou d'entrer plutôt dans l'ordre du jour, revenir rapidement sur quelques éléments du propos de notre collègue Jean-François Longeot. D'abord pour lui dire, effectivement, en prenant acte de ses félicitations et de l'analyse qu'il fait de la nouvelle situation politique, lui dire que, bien entendu, nous sommes bien conscients aujourd'hui de la responsabilité qui est la nôtre et qu'en effet, ce nouveau paysage politique ne nous invite pas, vous l'avez remarqué, ni au triomphalisme, ni au cocorico, mais plutôt au sentiment que la responsabilité qui est devant nous et que nous avons à exercer est considérable. Et précisément, vous avez mis le point sur un élément majeur qui renforce notre responsabilité, c'est la convergence des politiques entre les collectivités et l'État qui devra nous permettre en effet de progresser. Je pense que nos concitoyens, à juste raison, nous attendent sur cet enjeu-là. Deuxième point sur lequel je voudrais faire écho à vos propos, c'est sur la situation de la mission locale. Nous sommes effectivement très attentifs à ce qui s'y déroule. Au regard du domaine de responsabilité de cette structure, qui a en particulier comme fonction d'orienter vers l'insertion, vers la formation, vers l'emploi, les jeunes qui lui sont confiés. Je dois dire, ayant eu à conduire une mission commune d'information sur le fonctionnement de Pôle emploi, je crois qu'il y avait dans la volonté du gouvernement d'alors, et qui sera sans doute de ce point de vue-là repris par le gouvernement d'aujourd'hui, la volonté d'améliorer les coordinations et les complémentarités entre Pôle emploi et la mission locale des jeunes. Il faut bien reconnaître que ces complémentarités ne sont pas toujours bien organisées. Il y a donc la volonté légitime aussi de l'État de faire en sorte que les moyens alloués
au réseau de Pôle emploi et au réseau des missions locales soit parfaitement utilisé. Alors nous serons attentifs effectivement à faire en sorte que les choses puissent fonctionner dans l'intérêt premier des jeunes. Je crois aussi qu'il y a une question qui mérite d'être regardée. Je ne veux pas rentrer dans le détail des choses. C'est sur la question sans doute qui pour partie explique cette situation de l'utilisation des fonds européens ou de la dotation des fonds européens. Bref, je crois qu'il y a là en tout cas nécessité d'y regarder de près pour que, et je vous rejoins, ce ne soit pas les jeunes qui payent la note au bout du compte. Sur la question du syndicat mixte, je voudrais simplement vous donner 3 éléments. La première, c'est que sur le fait que le syndicat mixte arrive trop tardivement, je ne peux que vous donner raison. Nous avons, milité, je dis nous, le département, pour que cette structure soit mise en place le plus tôt possible. Il a fallu coordonner la volonté des uns et des autres. Je suis le témoin actif que les choses n'ont pas toujours été faciles entre les territoires, entre l'intérêt des communes, qui ne sont pas, pour certaines, dans la CAGB, la Haute-Saône, la communauté de communes du Pays Riolais, et qu'il a fallu véritablement organiser l'intérêt bien compris de toutes ces structures différentes. Nous avons enfin pu aboutir. Je crois que c'est pas trop tard pour bien faire, même si, comme vous, je peux regretter que nous n'ayons pas été plus proactifs et non pas réactifs. Proactifs. Je veux quand même atténuer ce sentiment en rappelant tout de même qu'il y a autour de la gare TGV, il y a aujourd'hui des forêts, bien entendu, mais il y a aussi des zones d'aménagement qui ont été prévues et qui peuvent, du jour au lendemain, naturellement, accueillir des investisseurs potentiels. C'est 90 000 mètres carrés de mémoire, c'est quand même pas rien. Donc, je pense qu'il y a la volonté, elle est désormais au rendez-vous, et je ne doute pas que cette opportunité que représente le TGV sera utilisée le plus tôt qu'il est possible, dès lors que ce TGV fonctionne, et en tout cas, les facteurs clés de succès sont aujourd'hui réunis pour permettre, en effet, que la situation concurrentielle acquise par Besançon soit exploitée. Et effectivement, Besançon aujourd'hui se trouve, si vous regardez la carte, dans un avantage compétitif incontestable par rapport à d'autres territoires, compte tenu de sa place par rapport à Strasbourg, Lyon et par rapport à Paris. Et donc cet avantage compétitif sera désormais exploité. Encore une fois, l'ensemble des éléments se trouve rassemblés. Je n'ai rien à ajouter sur ce que vous avez dit sur la sécurité routière et complété par le propos de Vincent Fuster. Évidemment, les initiatives que nous prenons sur le champ de la sécurité routière ne remplacent pas celles déjà engagées, notamment au bénéfice des collégiens. Et vous avez raison, les collégiens sont une cible privilégiée, pas seulement d'ailleurs pour la sécurité des collégiens eux-mêmes, et on observe de ce point de vue-là d'ailleurs que les éléments statistiques dans notre département sont plutôt favorables, mais on a surtout pu vérifier que les collégiens étaient des vecteurs sur le champ de la sécurité routière en direction de leurs parents, des vecteurs très importants, puisque ce sont souvent les collégiens ou les jeunes scolaires qui rappelaient leurs parents à leur devoir de bons conducteurs, et que cet aspect-là des choses méritait aussi d'être privilégié. Sur le dernier point que vous avez indiqué, enfin l'avant-dernier point, Campo Novo, je voudrais juste rappeler qu'il y a une disposition qui vient d'être prise par le nouveau gouvernement, qui est de ramener le taux de TVA
que vous aviez porté à 7%, à plus de 7% sur le livre, à 5,5%, c'est aussi un facteur qui devrait améliorer le fonctionnement et améliorer la rentabilité des librairies. Mais encore une fois, s'agissant de Campo Novo, le problème, la question des manuels scolaires n'est pas tant cette question-là, même si c'est un élément qui pourrait être pris en compte. Il y a vraiment ce qui est en question à Campo Novo, c'est la volonté de l'exploitant actuel de conduire cette librairie dans les conditions d'exploitation normales. C'est la raison pour laquelle la seule solution reste en effet aujourd'hui, de plus c'est la volonté de l'exploitant actuel, la recherche d'un repreneur qui soit à la hauteur de la situation. Mais les conditions de viabilité de cette librairie sont d'ores et déjà réunies. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, de doute. Et heureusement, ça préjuge favorablement des conditions de reprise. J'ai noté aussi votre humour sur l'absence de motion. J'avoue que je n'avais pas regardé si statistiquement c'était la première qui ne vous proposait pas de motion. C'est l'occasion pour moi, au-delà de l'aspect humoristique de votre remarque, de rappeler précisément ce que nous avons fait sur les suppressions de postes. Parce que vous savez que la rentrée 2012, malheureusement, elle est partie sur sa lancée et qu'il est très difficile. L'éducation nationale est une très lourde machine. Et donc, pour l'essentiel, la rentrée 2012 sera ce que le gouvernement avait prévu de réaliser. Néanmoins, il y a quelques éléments correctifs qui seront mis en place, puisque le nouveau ministre de l'Éducation nationale donc, a décidé, avec l'accord du gouvernement et du président de la République, d'ouvrir 1000 postes nouveaux à la rentrée scolaire, ce qui va permettre quelque peu de corriger vers plus de justice la situation actuelle. Et s'agissant du département du Doubs, je me suis déjà porté en direction du nouveau ministre de l'Éducation pour attirer son attention sur certaines situations particulièrement préoccupantes et criantes. Je pense en particulier à la situation que nous connaissons tous à Chapelle-des-Bois, pour que cette situation-là, en toute première priorité, puisse être corrigée à la rentrée scolaire. Donc c'est l'occasion, vous m'offrez l'occasion de rappeler que le combat que nous avons commencé ici n'est pas terminé et que nous devrons en effet le poursuivre avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Nos exigences n'ont pas changé, elles restent les mêmes. Voilà ce que je voulais apporter comme élément de précision. Et je vous invite maintenant à rentrer dans l'ordre du jour, à commencer par, il suffit que je m'y mette, le rapport 101, politique départementale de l'insertion, avec Claude Girard. Donc le tableau récapitulatif des pages 2 et 3 nous montre que cette DM est caractérisée par une forte stabilité avec un budget de l'insertion qui bouge très très peu. Les dépenses d'investissement augmentent de 105 000 €, somme qui correspond aux prêts et avances remboursables dans le cadre du FSL. Les dépenses, on inscrit la même somme en recettes grâce à des crédits de l'ex-ADAL reversés au département. Sur le fonctionnement, on constate une diminution des dépenses de 25 560 €, portant le total à 59 547 088 €. Au niveau des recettes, la hausse globale est de 341 851 €, portant le total des recettes à 1 217 851 €. Concernant les pactes territoriaux pour l'insertion, les PTI, le financement par le département d'actions finançables par le FSE permet des ajustements à hauteur de 177 472 €. Sur l'insertion professionnelle, nous avons besoin d'un petit peu plus de 51 000 €. Par complément de crédit, là nous sommes à la page 6. On doit se prononcer également sur les modalités de financement des différentes structures d'insertion par activité économique, chantiers et ateliers d'insertion, entreprises d'insertion
association intermédiaire, où le financement est relevé par ETP de 585 à 643 €. Concernant le FSE, en recette, les 511 000 € inscrits au BP, plus les reports 2011, et une DM1 de recettes nouvelles à hauteur de 26 600 €, soit un total disponible de 807 000 €. En dépenses, idem avec une DM à hauteur de 29 529 €. Là, nous sommes dans le tableau de la page 9. Page 10, il vous est proposé d'ajuster les inscriptions de crédit effectuées au BP 2011. Vous avez donc le détail, je vous l'ai dit, en page 10, avec une subvention FSE aux différentes structures. Au titre de 2012, là, nous sommes sur le tableau de la page 11. Concernant les contrats aidés, un rappel, la convention annuelle signée avec l'État prévoit la signature de 90 CIE donc dans le secteur marchand et 800 CAE pour 2012. On transfère 150 000 € de la ligne CIE à la ligne CAE pour faire face à une forte demande en ce qui concerne les CAE. À titre d'information, donc au 20 avril 2012, 286 contrats sont déjà signés et en cours. Concernant l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, nous sommes donc à la page 13, accompagnement par Pôle emploi. On demande un peu plus de 111 000 € en DM suite à la convention passée. Inscription 2011-2012, 155 300 pour un besoin évalué à 266 302 €. Concernant les allocations proprement dites, donc là on est à la page 15, on vous rappelle les chiffres du nombre de bénéficiaires du RSA, RSA socle, socle et activité et RSA activité. En dépenses, pour le paiement de l'allocation, les projections à la fin 2012 nous indiquent que le montant de l'inscription au BP, c'est-à-dire 52 millions d'euros, serait suffisante. Page 16, le tableau dépenses-recettes liées au RMI RSA, avec un abondement de 45 000 € par transfert, donc vous avez le détail dans le tableau. En recettes, un remboursement par la CAF de trop perçu RMI et 110 000 € de dommages et intérêts suite à des fraudes. Alors, à propos de cette inscription de recettes, et pour répondre à une question de Marc Pétremont en première commission, alors, je lui indique à Marc, et bien évidemment à tous mes collègues, que ça concerne 7 titres déjà émis pour le RMI, 5 titres pour 45 782 €, ça il s'agit de titres anciens, et 2 titres nouveaux, donc toujours pour le RMI, pour 12 514 €. Et 3 titres déjà émis pour le RSA pour 19 398 €, donc soit au total 10 dossiers de fraude sur une longue période, puisqu'il s'agit de l'ancienne période du RMI et de celle du RSA depuis 2008. Concernant les fonds d'aide individuelle, là où nous sommes au tableau, page 18, donc après 4 mois d'activité en 2012, on nécessite un transfert de ligne à ligne sur le fonctionnement et des crédits complémentaires pour le financement d'aides remboursables, avec détail dans le tableau de la page 18, crédits complémentaires à hauteur de 105 000 €. Concernant les recettes, là on est page 20, en fonctionnement 30 000 € pour les dépôts de garantie aux bailleurs et 145 000 € le solde à verser au département suite à l'internalisation de l'ADAL. En investissement, 105 000 €, c'est-à-dire des remboursements de prêts à l'installation, des remboursements de dépôts de garantie et de prêts FARG. Concernant l'APRE, on vous rappelle les 3 délégations confiées par l'État en 2009, 2010, 2011. On avait inscrit 120 000 € en 2012. On nous annonce par circulaire du 23 mai 239 344 €, donc une régularisation sera opérée en DM2. Page 23, nous avons à modifier 2 conventions de gestion pour l'utilisation de CAF Pro suite à la fusion des 2 CAF. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus de CAF Besançon Montbéliard, mais une seule CAF du Doubs. Page 23, le budget modificatif 2012 du FSL. Il s'agit d'approuver les différentes inscriptions de crédit, de transfert de crédit qui portent le budget 2012 du FSL à 2 803 844 en équilibre en dépenses et en recettes.
Enfin, nous avons donc approuvé le projet de délibération de la politique départementale de l'insertion, enjeu 2 de d'août 2017, concernant la DM1 de 2012, concernant la répartition des enveloppes et concernant 2 conventions avec la CAF du Doubs. Cette DM1 a été approuvée à la majorité de la première commission. Très bien. Merci. Marc Pétrement. Oui, simplement, merci Claude pour les précisions que tu as mentionnées, qu'on avait demandées. Merci. Et puis, Jean-François a bien parlé par rapport à la mission locale, puisqu'on est concerné aussi Ornans-Baume-les-Dames. Et donc, comme vous avez en partie répondu, on attendra la suite des événements. On verra comment ça se passe. Merci. Très bien, merci. Je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport 102, politique sociale, incluant la maison départementale des personnes handicapées et le CDE. Daniel Nevers. Oui, merci Président. Donc, mes chers collègues, ce rapport 102, à mi-chemin de l'année, l'exécution budgétaire est conforme aux prévisions, sachant que la pression des dépenses sociales ne faiblit pas. Les allocations de solidarité pour personnes handicapées connaissent une évolution marquée en cette première partie d'année. Et donc, en page 3 du rapport, le tableau récapitulatif, un total de 637 860 € en dépenses et 1 596 860 en recettes. En dépenses de fonctionnement, 3 actions nouvelles pour les personnes âgées. Le renouvellement de la convention triennale avec la CNSA pour la modernisation de l'aide à domicile, ceci pour la période 2012-2014. Le département participe à hauteur de 400 000 €, la CNSA 490 860 €. Le renouvellement de cette convention fait l'objet du rapport 103. Les 400 000 € de dépenses du Conseil général sont financés par un transfert de crédit depuis les lignes d'appât à domicile. La deuxième dépense, les CEPOM, conclus avec les services de soins à domicile. Prestataires du CG, les 9 associations qui ont signé les CEPOM avec nous, conduisent notamment à la mise en place d'un système de télégestion pour évaluer l'effectivité des heures réalisées. Un cahier des charges est élaboré à cet effet avec une AMO, le tout pour 42 000 €. Et la troisième dépense, vous en avez parlé, Président, l'élaboration du nouveau schéma d'organisation sociale et médico-sociale du département qui couvrira les volets vieillissement, handicap et enfance pour 2014 à 2018. Cette élaboration est engagée pour 95 000 €. Les recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement grâce aux crédits apportés par la CNSA dans le cadre de la convention conclue avec cette structure, comme vu plus haut, mais aussi grâce à des recouvrements sur succession ou des dettes alimentaires concernant les personnes âgées, 200 000 € d'inscrits. Par ailleurs, des recettes supplémentaires interviennent du fait du recouvrement des ressources déductibles concernant les personnes handicapées hébergées en EHPAD. 800 000 € sont ainsi récupérés. La maison départementale des personnes handicapées fait l'objet d'un plan de progrès visant à résorber l'engorgement des dossiers. Cela passe notamment par la dématérialisation de ces dossiers. Ces démarches ont un coût de 21 400 € et sont compensées presque intégralement par une baisse de crédit alloué à la MDPH par le Conseil général. Les dépenses nouvelles du Centre départemental de l'enfance et de la famille sont également compensées par des dégagements de crédits effectués en interne. Une inscription de 1 400 € en dépenses à la page 4 du rapport. Vous avez de la page 7 à la page 17 le détail des inscriptions budgétaires en recettes et en dépenses, ligne par ligne. En page 18, la délibération pour l'inscription de cette DM. Il y a des questions sur ce rapport 102? Marc Pétrement. Oui, tout à fait. Oui, Monsieur le Président.
Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement, écrivait Cervantes. Il y a effectivement des sujets que l'on est tenté d'éluder. Le handicap est de ceux-là, tant il nous concerne au plus profond. Il est bien difficile de parler du corps ou de l'esprit handicapé. On préfère en général utiliser des abords périphériques, par exemple, étudier les moyens de lutte contre le handicap. C'est effectivement ce qui se fait à la maison du handicap, où il y a un travail très important qui est effectué, et c'est pour moi l'occasion de remercier l'ensemble du personnel de cette maison du handicap qui, pour être présent, donc fait un travail remarquable. Néanmoins, même si le rapport le mentionne, depuis le malheureux décès du docteur Grandin, qui n'a toujours pas été remplacé, on assiste effectivement lors des commissions, n'est-ce pas, Claude? Et j'ai une pensée aussi, le président l'a dit tout à l'heure, pour notre collègue Jean-Marie Barre, on lui souhaite un prompt rétablissement. Je souhaitais le dire à cette occasion. Je disais donc que lors des commissions, avant, nous avions la présence constante d'un médecin qui nous donnait des informations confidentielles sur tel dossier que nous examinions en commission. Or maintenant, ce n'est pas une critique, c'est un constat, ce sont les référentes qui directement nous donnent une synthèse de l'information médicale confidentielle. Bon. Mais je crois savoir qu'il y a un recrutement, pas de médecin qui se fera, mais, paraît-il, d'une infirmière. N'est-ce pas, Daniel? Alors, c'est un autre médecin que j'ai justement, parce que tous les collègues, nous sommes très sollicités, et tous les collègues disent, mais bon, on n'arrive pas à comprendre. Tu as parlé, Daniel, pour les dossiers qui sont numérisés, c'est vrai, c'est un travail aussi important, parce que c'est un travail énorme. Et ça, on croyait qu'on allait raccourcir les délais. En fait, concrètement parlant, ils ne sont pas réduits. Donc ça veut dire que tous les collègues, nous sommes interpellés par rapport aux délais très importants qui sont, malgré encore une fois, tout l'ensemble du travail du personnel. Un simple chiffre, c'est que il y a en attente de traitement 930 cartes, que ce soit de stationnement, d'invalidité, voilà. Donc c'est quand même un chiffre très très important, quoi. Il faut absolument qu'on réduise ce délai par rapport à l'attribution des cartes. Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et puis il y a quand même le travail en équipe pluridisciplinaire. Les responsables, on ne peut pas, à cet égard, il n'est pas possible de traiter quelquefois en 10 minutes le cas en équipe pluridisciplinaire d'un handicapé. Ce n'est pas possible. Donc il faut savoir qu'il faut du temps. Et puis, enfin Claude le sait bien aussi, et puis Daniel, tu as vécu ça. Maintenant, la loi prévoit juste titre, et c'est une bonne chose, que les familles puissent être accueillies, mais après, c'est très bien. Mais après, il y a tout un énorme travail qui doit se faire. Voilà, simplement pour dire que j'ai bien pris note de ce qui a été mentionné, ce qui est dans le rapport, parce que, bon, je sais que tout le travail du personnel, mais néanmoins, dans l'attente, si vous voulez, de la mise en œuvre très rapide de ces décisions, le groupe votera contre ce rapport et en ce qui me concerne, je m'abstiendrai. Merci. Très bien. Daniel Nevers, quelques éléments de réponse et je compléterai. Oui, Président. Alors, ce que je peux répondre par rapport à la maison départementale des handicapés, c'est que la loi nous donne 6 mois pour traiter un dossier. C'est vrai que jusqu'à présent, nous avons mis 9 mois et puis 8 mois.
et qu'il y a eu un gros effort de fait depuis le début de l'année pour le traitement des dossiers, puisque ici, en Assemblée départementale, vous avez voté l'embauche de contrats à durée déterminée pour renforcer les effectifs. Nous avons essayé de partager les dossiers les plus simples à traiter de ceux les plus compliqués. Il y a actuellement un délai de 7 mois pour traiter un dossier à la MDPH et nous travaillons fortement pour le ramener à 6 mois. Oui, je voudrais ajouter 2 éléments. Ce que dit Daniel Nevers est fondamental. Nous sommes bien conscients de l'exigence qui doit être la nôtre à la MDPH. Et il y a 2 manières d'approcher les choses. Il y a une première qui consiste à tirer à boulet rouge sur cette structure en disant elle n'assure pas son rôle ni sa mission. Parce que j'ai dit, président. Est-ce que... Voilà. Permettez jusqu'au bout. Il y a 2 manières de le faire. C'est de tirer à boulet rouge la première sur cette structure en disant cette structure est incompétente, n'assure pas son rôle et sa mission. C'est sans doute pas ce que vous avez fait, mais simplement je vous ferai observer qu'en votant contre ce rapport, c'est ainsi qu'il sera lu. Deuxièmement, mais vous êtes parfaitement libre évidemment de vos choix. Il y a une deuxième attitude qui est l'attitude responsable que nous cherchons à adopter, qui est celle d'essayer de corriger les dysfonctionnements, car des dysfonctionnements, il y en a, ils sont liés, pour le premier, à la charge que connaît cette maison. Vous savez bien, vous qui intervenez comme acteur élu au sein de cette structure, que le premier problème de la MDPH, c'est sa charge. Et elle est dépassée, débordée, et qu'évidemment, nous ne pouvons pas indéfiniment non plus, ça serait une mauvaise réponse, que de multiplier les moyens qui sont en face. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est de travailler sur les process et sur l'organisation de cette structure pour en optimiser au mieux le fonctionnement. Et en particulier, lorsque Daniel vous dit, et j'y suis très attentif, que notre objectif, alors qu'aujourd'hui le délai moyen pour le traitement d'un dossier de 7 mois est bien de passer à 6 mois, parce que la loi nous l'impose, une des voies que nous voulons privilégier, c'est aussi de différencier la nature des dossiers. Ce que je dis semble aller de soi, mais ça doit simplement s'inscrire dans les organisations de travail, et que ce que j'exprime n'est pas forcément très simple à mettre en œuvre. Je vais donner un exemple. Entre une carte d'invalidité ou un renouvellement de carte d'invalidité qui constitue à la MDPH un dossier, et puis une demande lourde d'accompagnement, d'aménagement d'un domicile ou d'un véhicule, les natures de problématiques ne sont pas les mêmes et n'exigent pas la même lourdeur dans le traitement. Et donc, ce que nous mettons en place aussi, je vous le dis, pour éclairer la réponse et la compléter, celle que vient de vous donner Daniel Nevers, c'est de travailler sur les process pour différencier la nature des dossiers. Il y a certains qui nécessitent des réponses immédiates et rapides parce que le dossier ne présente pas un niveau de complexité forte, et il y en a d'autres, au contraire, qui nécessiteront des traitements plus longs. Ce qui me paraît essentiel, et vous en serez d'accord avec moi, ce qui me paraît essentiel, c'est que le lien avec le bénéficiaire ne soit pas perdu pendant toute la durée du traitement. Ce que j'observe, c'est que les problèmes surgissent à partir du moment où les intéressés, et on peut les comprendre, sont laissés dans l'oubli et ont le sentiment que rien ne se passe. Et donc c'est très essentiel, c'est très important que le temps de traitement soit mis à profit pour que la structure MDPH, mais c'est une exigence forte, j'en conviens, assure en permanence ce lien pour rassurer la personne handicapée et puis pour lui dire en temps réel où se trouve son dossier. C'est très important. Voilà. Jean-François Longeau. Oui, Président, 2 mots. Simplement sur le fait d'interpréter le vote. Je crois que c'est
c'est pas très bien ce que vous faites, parce que vous faites culpabiliser les gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne vote pas comme vous, ben, c'est pas bien. Et puis, si on vote un certain nombre de choses, après vous dites, ben, vous voyez, pourquoi vous vous opposez à ça? Parce qu'après vous votez tout. Donc je veux dire, Marc Pétremont a jamais, surtout jamais, dans ses propos, et je pense que ses propos, ils vont être pris mot pour mot, il n'a jamais mis en cause l'institution. Parce que je pense que, je ne veux pas le défendre, mais il fait vraiment partie de celles et ceux qui sont les plus présents en commission, puis depuis bien longtemps. J'en atteste. Qui se passionne pour ces dossiers, et puis qu'il a un respect immense pour le personnel. J'en atteste aussi. Il y a simplement un problème. Il y a simplement un problème, et c'est pour ça que nous souhaitons voter contre, c'est de se dire, mais pourquoi on arrive à cette situation-là, comment on y arrive, et comment surtout pouvons-nous y remédier? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des fois un redéploiement? Je ne sais pas, moi, je ne suis pas à la tête de la maison. Parce que vous savez, c'est pas facile non plus. Quand on est dans nos mairies, et puis que je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, Monsieur le Président, mais essayez d'appeler le Standard. Et c'est pas une critique, Monsieur le Président. C'est pas méchant. Eh ben, je peux vous dire que moi, heureusement, je connais quelqu'un là-bas et j'ai sa ligne directe. Et je passe par cette personne, que j'emmerde à chaque fois, parce que ce n'est pas elle qui veut me rendre le renseignement, parce que je n'arrive pas à avoir quelqu'un au Standard. Donc c'est qu'il y a un problème. Et ça ne vient pas du personnel qui n'est pas là, qui s'amuse, qui boit le café pendant de 8h à 16h. C'est pas ça. C'est simplement qu'il y a un problème. Alors je ne sais pas où il est, moi, ce problème, mais il y a un problème. Soit dans la gestion, soit qu'il y a trop de dossiers, soit qu'il n'y a pas assez de personnel, soit que le travail est mal réparti, j'en sais rien. Mais voilà, c'est simplement l'alerte qu'on voulait donner, ce n'est pas simplement condamner l'institution qui, malheureusement, on en a vraiment besoin, et puis les gens font tout ce qu'ils peuvent pour que ça fonctionne, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas si bien.